qui va intervenir. On va prendre quelques secondes pour lancer un jingle. On fait ça très très... Bonjour. On passe dans un autre secteur, le secteur bancaire. Et mon sujet s'intéresse surtout à l'émergence des réseaux sociaux. Sur base d'un premier constat, à savoir que les réseaux sociaux semblent incontournables, ils supportent les révolutions, torpillent les produits en un clin d'œil, font et défont les réputations en quelques heures. Et la question à laquelle je voudrais répondre rapidement, c'est au fond comment se positionner en tant qu'entreprise, en l'illustrant à travers le cas de BNP Paribas Fortis. En 2 mots, BNP Paribas Fortis a rejoint le groupe BNP Paribas en 2009 et c'est la première banque belge en termes de dépôt en tout cas, et elle occupe une position de leader dans le private banking, commercial et corporate banking. Je m'appelle Laurence Jacquemin et je suis responsable des systèmes d'information et notamment donc du système qui supporte l'activité de veille chez BNP Paribas Fortis. Force est de constater en effet que les réseaux sociaux, qui ont d'abord été perçus comme des gadgets pour ados, ont maintenant percé les milieux professionnels et politiques. Dans le contexte bancaire, je pense que la crise financière n'est pas étrangère à ce phénomène, parce que sur fond de cette crise s'est cristallisée la perte de confiance dans les sources autorisées, qui sont de plus en plus apparues comme manipulées, voire parfois corrompues. Et je pense que nous, en tant que citoyens, tout un chacun, nous en sommes venus à nous demander, mais qui croire encore? Quelle voix écouter? Et je pense que l'émergence des réseaux sociaux était là un peu pour répondre à cette question, dans le sens que je vais plutôt écouter ceux qui partagent mes intérêts, ceux qui ont mes valeurs. Et ceux-là, je les retrouve dans ce genre de sources. Et assez rapidement, les entreprises se sont rendues compte qu'il y avait un parti à tirer, bien sûr, de ces sources. Alors, pour en revenir au cas de BNP Paribas Fortis, ma conviction est basée sur mon expérience, c'est que la veille ne s'épanouit que dans un terreau adéquat. Qu'est-ce que c'est un terreau adéquat? C'est une histoire, en fait. Et dans notre cas, cette histoire, elle commence dans les années 70 par la mise en place d'un service de diffusion sélective d'informations. Je sais, c'est un terme qui paraît un peu vieillot, mais c'est comme ça, je pense, qu'on peut imaginer que la veille a eu une préhistoire. C'était une façon déjà de détecter l'information utile de manière ciblée et de la diffuser en temps et en heure. Alors je vais un peu vite parce que je vois que le temps avance et ce serait dommage de ne pas avoir de temps de questions. Et donc, à la fin de cette histoire qui a commencé donc dans les années 70, on se retrouve maintenant dans les années 2000 où nous voulons avoir une analyse des sources informelles. Alors avant les réseaux sociaux, il y a eu le web et depuis le début des années 2000, nous faisions une surveillance des web, des blogs, des sites des concurrents. Mais il faut avouer que cette surveillance est restée assez longtemps artisanale.
Et ce n'est vraiment que face à l'explosion des sources informelles que nous sommes partis à la recherche d'un réel outil. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est basé sur la plateforme LexisNexis Analytics et qui permet de faire différentes choses. Par exemple, de faire une analyse de tonalité par produit, mais aussi par domaine d'activité de notre banque, et cela avec un benchmarking des concurrents. Cette plateforme nous permet aussi d'avoir une idée de la couverture dans la presse. Quelle est notre présence dans la presse? Quels sont les journaux qui nous citent le plus, qui parlent le plus de nous? Et cela également dans les sources informelles. Sur quel blog sommes-nous les champions? Quels sont nos grands ennemis sur Twitter, etc. Et troisièmement, ce que nous faisons aussi, c'est un suivi des personnes clés du groupe et certainement de BNP Paribas Fortis, en essayant de voir quelles sont les mentions dans la presse de nos VIP, de nos patrons, dans la presse d'une part, mais aussi dans les sources informelles. Et c'est assez intéressant, en plus d'avoir la comparaison, parce que clairement, les sources professionnelles n'ont pas le même regard que nos clients qui s'expriment dans des sources informelles. Et ça, c'est vraiment un des intérêts de l'outil. Alors, voilà rapidement quelques écrans de notre dashboard qui vous illustrent un petit peu ce que nous faisons. Alors, vous avez ici les tonalités par produit. Donc, nous avons introduit un certain nombre de noms de produits et le système nous permet de voir quels sont d'abord ceux dont on parle le plus et en plus, est-ce qu'on en parle en bien ou plutôt en mal. Idem pour les activités de la banque. Et vous voyez que nous avons toujours en regard la presse en ligne et les médias sociaux. Donc typiquement, vous voyez un bel exemple de différence sur les crédits où la presse en ligne est relativement peu positive alors que les clients, eux, apprécient clairement plus. Alors vous retrouvez ici plutôt une vision de la couverture. Donc quelles sont les sources qui parlent le plus de nous, d'une part dans la source en ligne et d'autre part dans les médias sociaux. Et idem pour nos VIP, donc nos personnes clés. Alors ceci est une vue de notre positionnement par rapport à nos concurrents. Vous voyez, bon, ce sont plutôt des concurrents belges, hein, c'est le marché belge, c'est ING, KBC, Dexia. Et donc vous voyez d'une part quelles sont les sources qui citent qui, comment la couverture se place par rapport aux concurrents, donc de qui parle-t-on le plus, et la tonalité dans la presse en ligne d'une part et dans les médias sociaux d'autre part, dans les réseaux sociaux d'autre part. Voilà, ici c'est une comparaison de la couverture entre les deux types de sources. Et je pense que nous y sommes. Donc voilà en deux mots un petit peu ce que cet outil nous permet de voir. Alors, est-ce que nous avons vraiment besoin des réseaux sociaux? Ce sera peut-être ma conclusion. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent que nous ne saurions pas trouver autrement? Ils nous apprennent ce qui est important du point de vue du client. Et on voit clairement que les sources officielles ou les sources professionnelles ne sont pas toujours en phase avec le marché. Et donc, sans devoir faire un sondage qui serait l'autre alternative ou l'alternative du passé, nous pouvons capter ce que nos clients pensent de nous et de nos produits. Et en plus, ce sont des réponses non orientées. Lorsque vous faites un sondage, vous interrogez quelqu'un sur vous-même, il le sait et il adapte sa réponse. Lorsqu'il s'exprime sur un média social, il s'exprime sans tenir compte de qui va le lire nécessairement. Et donc, c'est une source beaucoup plus intéressante pour nous. Alors, ce que nous apprennent aussi ces sources, c'est ce qui ne marche pas. Et cela augmente notre réactivité. Lorsque l'on lance un nouveau produit, c'est très précieux de voir ce qui ne fonctionne pas ou les questions qu'il pose. Il y a eu dans ce domaine une analyse sur Twitter au moment du lancement de iPhone. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cela, mais cela a permis de réagir très très vite sur les problèmes ergonomiques qui se posaient et qui n'avaient pas été détectés auparavant. Alors,
Donc une source certainement intéressante à exploiter, avec quand même une limite, et je reviens à la limite humaine qui a été signalée déjà par Florence. En effet, lorsque nous avons lancé l'outil, nous nous trouvions face à 15 000 messages à analyser par jour. Bon, c'est totalement impossible. Donc en affinant la recherche, en affinant les clés de recherche, nous avons réussi à limiter le volume à environ 2000 messages par jour. Donc le système vous permet de paramétrer ce... Alors le système permet en effet d'affiner, donc d'ajouter des exclusives dans les queries et donc petit à petit centrer les résultats vraiment sur ce qui nous intéresse. Et puis l'autre chose que nous faisons, c'est que nous nous focalisons sur les tonalités extrêmes, c'est-à-dire le trait positif et le trait négatif. Et c'est vraiment cela qui alimente notre réflexion. Et vos dirigeants acceptent facilement cette source, cette analyse? Ils sont demandeurs, ils sont clairement demandeurs. Ils qualifient complètement cette démarche. Oui, absolument. Et je pense, c'est un peu ce que j'ai dit au début, je pense que nous avions préparé le terrain. D'accord. Donc il y a un appétit d'information qui est là depuis 30 ans et qui a été alimenté au fur et à mesure des technologies les plus avancées. Et donc, ils étaient, oui, réceptifs directement. La culture était là. Oui, absolument. Des questions dans la salle sur ce dernier retour d'expérience? Voilà. Ouais, Philippe Le Seigneur, EDF. J'avais une question par rapport, pour vous deux en fait, par rapport aux items qui sont remontés par la veille, que ce soit des brevets à analyser ou d'autres documents. Est-ce que vous restez dans une phase complètement manuelle comme vous l'avez exposé, ou est-ce que vous utilisez des outils qui vont vous résumer le document et lire uniquement les documents qui vous semblent les plus intéressants, ou est-ce que vous êtes obligé de par la nature de votre veille et vos process que vous avez implémentés de lire tous les documents et de vous organiser pour? Je réponds d'abord. En ce qui nous concerne, donc, il y a un filtrage qui est fait sur la tonalité, donc qui n'est pas une synthèse, mais qui indique les critiques fortes et les compliments clairs. Donc, ça donne une indication de contenu, évidemment. De plus, les articles sont classifiés en fonction des produits ou des activités. Donc ça nous permet déjà de faire un premier défrichage, mais ensuite, en effet, la dernière lecture est manuelle. L'aide que nous fournit le produit, c'est de pointer directement sur les séquences ou les paragraphes dans les documents qui ont généré la sélection. Mais on n'a pas d'outil de synthèse pareil. Non, également, on n'a pas d'outil de synthèse type text mining ou autre. Pourquoi? Parce que nous, on ne génère pas suffisamment de flux. 350 brevets pour arriver à 14. Sur les 350, il y en a qu'on a éliminé d'office parce que c'était soit des secteurs qui nous intéressaient moins, donc on les a mis en second plan, etc. Donc on arrive à la fin, humainement, à traiter, je vous disais, 25 brevets par mois, ça va très vite. C'est d'une rapidité extrême. Pour en arriver à 14 tous les 6 mois, qui sont intéressants, ce n'est pas nécessaire à notre niveau. Ça fait combien de temps que ce service est en place? Alors, l'outil ici est en place depuis l'année passée. L'année passée, combien de temps ça vous a pris pour vous sentir bien, pour pouvoir communiquer des résultats? Alors, on a eu peut-être l'intelligence de commencer pendant l'été, ce qui était une période un peu de rodage. Donc vous savez ce que vous en allez toute faire discrétion. pendant vos prochaines vacances. Et puis, dès septembre, l'outil était mis à disposition. Et c'est clair qu'il a fallu, je pense, jusqu'à la fin d'année pour arriver de ces 15 000 aux 2 000. D'accord. Donc là, vous êtes sur 3-4 mois de mise en place. Mais de nouveau, basé sur une tradition, sur une pratique qui n'attendait qu'un outil. On savait ce qu'on voulait, on savait quelles étaient nos sources. Tout ça était déjà fait. Très bien. Bien écoutez, quand même, on sent bien que là... Donc Nathalie Patinet, CIEP. Juste, est-ce que vous avez des indications sur le coût LexisNexis Analytique? Comment c'est un produit qui a été... Alors, je ne peux pas répondre à cette question, évidemment. Même une fourchette, non, pas du tout. Bon, c'est totalement sur mesure aussi, donc je ne pense pas que ça dépend du nombre de sources, des paniers que vous créez, du nombre de requêtes que vous faites. Donc,
ce serait difficile de vous donner une indication. C'est sous forme d'abonnement avec LexisNexis que vous avez. Oui, c'est un annuel, abonnement. Oui. Un abonnement Oui, annuel. c'est un forfait en tout cas. Il n'y a pas de surprise sur le montant de la facture. C'est pour nous une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, Florence et Laurence, je vous demande de les applaudir parce qu'elles ont véritablement contribué de façon très, très précise. Et puis, si vous voulez rester un tout petit peu avec nous à l'extérieur de la salle pour échanger plus personnellement avec nos deux intervenantes, je vous invite à les rejoindre à l'extérieur. Et puis, encore une fois, merci d'avoir participé à cette matinée. Merci, mesdames.
marche comment et s'il faut appuyer tout seul. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour le déclencher. Normalement, il y a une autre bouteille qui doit arriver.
bonjour. Donc, nous allons vous présenter la valorisation des contenus, des solutions adaptées à vos enjeux. Donc, je me présente, je suis Sébastien Pavio, je travaille chez Exalid dans l'équipe Professional Services et je suis consultant senior. Et Philippe Martin, je suis le directeur des partenariats et alliances chez Jouve, ou plus exactement dans sa division SS2I. Voilà. Donc la problématique de valorisation des contenus est très importante chez de nombreux clients. Donc nous allons vous présenter ce sujet à travers cet agenda. Nous allons commencer par vous décrire un cas client, le cas de la société Dalloz. Nous allons vous présenter en quelques mots la société, puis vous décrire ce qu'on a fait chez eux. Dans un deuxième temps, nous allons rentrer dans l'essentiel de la présentation, qui est la valorisation des contenus, en découpant cette présentation en plusieurs parties, qui commencera par les problématiques et les enjeux, sera suivi des moyens. Et nous finirons par vous décrire comment Exalid et Jouve, ensemble, en partenariat, ont réussi à répondre à ces besoins, à mettre en place ces moyens dans le cas de Dalloz et dans le cas général. Nous terminerons la présentation par une description de notre partenariat, de ce que nos sociétés font sur le marché. Donc pour commencer par l'expérience Dalloz. Dalloz est donc un éditeur juridique, leader du marché européen dans le domaine des codes. Ils ont fait appel à Exalid et à Jouve pour un changement stratégique de leurs canaux de diffusion. Ils sont passés du CD-ROM à l'ère numérique petit à petit pour permettre à leurs utilisateurs d'accéder au contenu juridique beaucoup plus facilement. En fait, Jouve, l'ensemble du groupe appartient déjà à un éditeur juridique, donc de manière historique, on a l'habitude, nous, de travailler avec ces gens-là, avec leur métier un peu particulier, leur mode de fonctionnement documentaire un peu spécial. Et donc, quand Dalloz s'est retrouvé devant une problématique d'amélioration de ses fonctions de recherche au travers de ses documentations dans son système d'information, pour les gens qui ont un abonnement à Dalloz notamment, hein, qui sont donc des juristes, quoi qu'on puisse entendre par ce terme de manière assez large, bien ils nous ont contactés pour faire l'intégration dans leur SI du moteur que proposait Exalid, qui s'adaptait parfaitement à ce qu'ils cherchaient. Voilà, donc le but était de déployer une plateforme qui permettait de prendre ces différentes sources qui historiquement étaient plutôt du papier, du CD-ROM, de pouvoir les faire traverser le système d'information pour ensuite être disponibles face à leurs utilisateurs sur ce nouveau monde qu'est le web. Donc le contexte. Le projet a débuté. Le projet donc de la refonte du site dalloz.fr a débuté parce que le moteur de recherche qui était utilisé historiquement avait atteint ses limites, tant fonctionnelles que techniques. Il n'était plus possible d'augmenter la volumétrie que le moteur gérait. Il n'était plus très facile d'exploiter la solution qui pouvait faillir à tout moment. Un deuxième point a été que le contenu juridique évoluant très rapidement et arrivant de plusieurs sources possibles, les codes, les titres, les cours d'appel, faisaient que les sources étaient extrêmement hétérogènes et qu'il fallait savoir les réconcilier. Certaines sources pouvaient être très structurées, comme d'autres pouvaient entièrement arriver sous format brut. Il fallait donc une solution aussi qui puisse restructurer cette donnée, retrouver de l'information intelligente. Et dans un deuxième temps, il fallait pouvoir proposer un canal de diffusion de ce contenu rendu intelligent pour que les utilisateurs professionnels qui payent pour accéder à ce site puissent trouver leur information très rapidement et leur information ciblée très rapidement.
La solution Exalid permettait aussi de baisser énormément le nombre de serveurs techniquement qui étaient utilisés pour mettre en place ce besoin, donc un coût moindre, et de pouvoir gérer cette augmentation de la volumétrie. Donc de très gros corpus, quelques millions de documents, entre 5 et 10 millions, ce qui va continuer à augmenter, et aussi des documents unitairement très volumineux, des dizaines, voire des centaines de mégas. Et enfin, la possibilité de recherche dans le moteur Exalid qui va étudier la question de l'utilisateur était un point très fort pour répondre aussi à ce besoin. L'étude du langage naturel dans le cas juridique sur des textes de loi contenant des mots et des lexiques très précis devaient pouvoir être intégrés et compris par le moteur de recherche. En fait, quand vous êtes Dalloz et que vous avez à fournir que vous êtes un leader de la fourniture de documents juridiques, vous êtes vis-à-vis de votre utilisateur devant un problème, une sorte de dichotomie. Vous avez les codes qui sont extrêmement structurés, on connaît tout ça plus ou moins avec les petits 1, petit b, grand A, grand B, les alinéas, etc. d'une part. Donc, ça, un certain type de recherche s'y attache très bien. Et puis, en face de ça, vous avez la jurisprudence. La jurisprudence, c'est exactement le contraire. C'est pas structuré. Ça va être fait au fil de l'eau. Ça va être du texte, du langage plus naturel aussi. Cependant, quand le juriste a analysé l'ensemble des documents qu'il a devant lui, eh bien, la jurisprudence va pondérer le code, et puis le code va à son tour être pondéré par la jurisprudence. C'est quelque chose d'extrêmement imbriqué. Et ce qu'a proposé la valeur ajoutée, le plus que proposait le moteur, notamment la sémantique intégrée dans le moteur d'Exalid, c'était justement de pouvoir concaténer, c'est un horrible mot, mais devoir ne faire qu'une seule source de données, l'ensemble de ces référentiels qui, eux, n'avaient pourtant structurellement aucun rapport. Et c'est une gageure. Et c'est ce à quoi a été avec succès confronté Exalid au nom de Dalloz. Donc les enjeux de ce projet, la refonte du site dalloz.fr, était donc un changement très stratégique de la part de cet éditeur juridique, puisqu'il fallait arriver à l'ère numérique et pouvoir fidéliser et rendre satisfaits leurs utilisateurs. Il fallait réussir à appliquer cette démarche et cette stratégie sur tous leurs sites, car on parle de Dalloz.fr, mais il y a aussi Dalloz Actualité, Dalloz Étudiant qui ont été impactés par ce changement de stratégie. Il fallait réussir à unifier l'accès à tout le fonds documentaire, donc toujours ces sources distinctes, hétérogènes, structurées, non structurées. Accroître la pertinence. La pertinence, c'est bien sûr, un moteur de recherche va bien sûr remonter les résultats qui correspondent à la recherche. La pertinence est l'étape d'après qui fait que les résultats les plus pertinents arrivent en premier. On sait maintenant qu'avec le web, on a envie tout de suite de trouver ce qu'on recherche. Donc la pertinence est la chose la plus importante pour se retrouver dans des listes de résultats qui peuvent être extrêmement grandes. Réconcilier le structuré et le non structuré pour rendre le non structuré aussi important et finalement aussi pertinent que le structuré. S'adapter à des volumes de données grandissants et satisfaire les abonnés puisque c'est un service payant auquel ils accèdent via cette solution. Donc Dalloz a choisi Exalid et Jouve en partenariat pour mettre en place cette solution. Exalid étant une société venant du monde du web, il était tout à fait judicieux, intéressant de faire appel à ses experts pour offrir une solution, un canal de diffusion qui se rapproche du web et des nouveaux moyens technologiques pour permettre aux utilisateurs de faire des recherches dans leur code, dans leur texte juridique, tels qu'ils font leurs recherches tous les jours dans le monde du web. Exalid étant aussi expert dans ce domaine et dans la manipulation et la configuration de la solution pour augmenter la pertinence, il était judicieux de faire appel à cette solution.
le client cherchait une souplesse de mise en œuvre qui peut être mise en place grâce à des API très simples d'utilisation et une solution assez simple à configurer. La capacité d'indexer rapidement. La solution peut être très rapide. La scalabilité, si un jour ou dans le futur, des prévisions d'augmentation de la volumétrie, l'augmentation de charges utilisateurs sont en perspective, alors il est tout à fait possible d'augmenter l'architecture et les possibilités de l'application, puisqu'elle est complètement scalable par rapport aux serveurs et aux machines qui sont en dessous. Et donc, pour ce faire, un travail en commun entre Exalid et Jouve a été mis en place. Jouve étant un partenaire historique du client, comprenant son métier, comprenant ses besoins, a permis d'intégrer cette solution de moteur de recherche dans le besoin du client. Ouais, c'était un peu comme un iceberg, si vous voulez. Il y avait la partie émergée, qui est quand même importante, c'est celle qu'on voit, et c'était tout le savoir-faire qu'avait Exalid. Ils savent montrer le document de manière pertinente, être intelligents dans leur façon de le montrer. C'est donc, encore une fois, la partie visible de l'iceberg. En dessous, la grosse partie, les normes, c'est le savoir-faire de Dalloz, de ses contributeurs, du législateur, cette organisation des lois, ce jargon si particulier qu'ils peuvent avoir. Et en fait, par sa capacité technique à comprendre les moteurs de recherche d'une part, et son historique à comprendre autant que faire se peut le jargon des juristes d'autre part, Jouve était en quelque sorte le liant, si tant est qu'il y en ait besoin, l'énergie qui liait la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée. On était comme ça dans un système assez isostatique, assez solide, où chacun apportait vraiment son savoir-faire, son métier, la volonté de bien montrer les documents de la manière la plus didactique et pertinente possible de la technologie Exalid, le savoir-faire bien entendu de Dalloz, et puis cette interface entre les deux que l'intégrateur est là pour mener. C'est ça, et donc pour parler de l'architecture du projet dans les grandes briques, les grandes composantes, on peut imaginer de A à Z les données du client, l'expertise et l'intégration de Jouve pour rendre ces données accessibles par le moteur Exalid, et finalement un frontal accessible par le web, mis aussi en place par Jouve, et une solution donc de A à Z exploitée par Jouve pour rendre ce contenu accessible par tous les avocats et les utilisateurs du site. Donc, sur ces différentes briques et sur ces différents enjeux, un des enjeux phares était donc la pertinence et l'optimisation de cette pertinence. Donc, comme je l'expliquais, les documents vont répondre à la recherche, ils vont faire partie de la liste de résultats, mais comment faire en sorte que les documents les plus pertinents, entre guillemets, car la pertinence doit se définir dans un premier temps dans ce genre de projet, arrivent en premier. Pour ce faire, des itérations ont eu lieu avec le client pour définir un modèle de pertinence, pour définir l'importance des informations dans le texte, dans les métadonnées, dans les références. Donc un modèle de matching, de pertinence a été défini. Ensuite, pour permettre à l'utilisateur d'augmenter, d'étendre sa recherche si sa recherche textuelle est trop restreinte, nous mettons en place des outils tels que des recherches approchées qui prennent en compte la lématisation, la synonymie, l'approximation via distance de Levenshtein, des algorithmes plus complexes sans rentrer dans le détail. Nous avons aussi mis en place un modèle multifactoriel pour cette pertinence, car l'éditeur en nous expliquant ses besoins, nous a montré que la date de ces documents, la taille de ces documents, l'emplacement du texte à l'intérieur de ces documents avait une importance, qu'il fallait les prendre en compte. Donc c'est des choses qui sont configurées avant l'indexation et qui font qu'un mot qui est contenu dans l'index, en fonction de sa position, en fonction de toutes ces informations, va avoir un poids plus ou moins important pour participer au score du document dans la liste de résultats. Il a fallu faire une méthodologie itérative, sécurisée. Le premier exercice a été d'expliquer au client comment cette méthodologie allait pouvoir être mise en place et petit à petit lui donner la main sur ces itérations pour qu'il puisse prendre en main la configuration de cette pertinence.
Donc on vient de finir sur le cas précis de Dalloz.fr et on va parler maintenant de la valorisation des contenus en général. Donc pour le premier point qui est la problématique et les enjeux. Donc on l'a bien compris à travers ce cas précis, les sources d'information augmentant, un enjeu et une problématique phare est d'unifier l'accès à toute l'information. Les sources de données peuvent être internes mais multiples, techniquement ou fonctionnellement, elles peuvent aussi être externes. Il faut savoir réconcilier cette donnée. Un autre enjeu est de simplifier l'accès, car il est possible que l'utilisateur accède à l'information, mais plus c'est simple, plus c'est ergonomique, moins il passe de temps pour retrouver tout de suite ce qu'il recherche et plus il sera satisfait. Réconcilier les données structurées et non structurées. Les données structurées vont pouvoir être plus facilement intégrées dans le moteur. Les données non structurées peuvent, via les outils sémantiques, linguistiques, retrouver du sens, être annotées et redevenir petit à petit structurées. Ensuite, il faut le travail de réconcilier ces deux structures qui sont forcément différentes. Pour donc rendre cette donnée brute intelligente, il faut traiter et analyser cette donnée via les composants sémantiques qui nous permettent d'annoter l'information. Nous traitons l'information, nous l'analysons. Ceci nous permet d'extraire des annotations qui vont nous permettre au final de marquer via des concepts, via des classifications cette information. Tout ce travail permet donc d'élargir le champ de l'information utile et utilisée. Des informations qui n'étaient pas contenues au départ, finalement se retrouvent liées au document et vont permettre d'être utilisées pour répondre à ces enjeux. C'est par ce biais donc, que les contenus existants sont valorisés et peuvent être mieux utilisés. C'est aussi par ce biais qu'on va pouvoir encourager la découverte, la collaboration et le partage. La découverte, dans le sens où si on a réussi à extraire des termes associés, des concepts sur un document, ils vont pouvoir être présentés à l'utilisateur qui va pouvoir déclencher des recherches sans a priori ou découvrir des thèmes sur sa liste de recherches auxquels il ne pensait pas dans un premier temps et donc finalement pouvoir découvrir de nouveaux documents. Toujours pour les enjeux, l'évolution très rapide des techniques d'accès à l'information évoluant très rapidement. Il faut faire bien sûr face à ces technologies Internet et ces évolutions. Donc répondre le plus rapidement possible à la mise en place des canaux de diffusion qui utilisent les derniers supports numériques possibles. Donc c'est l'Internet et les navigateurs web depuis longtemps, mais c'est aussi maintenant les téléphones mobiles, les tablettes. Il faut donc pouvoir aussi s'adapter à son marché. En l'occurrence, les clients ont besoin d'être les premiers en général à proposer cette information. Les parts de marché regagnées via ce biais peuvent être très très grandes. Donc toujours innover, toujours garder l'avance et toujours essayer d'être le numéro 1, avoir les nouvelles idées au bon moment. Ceci permet donc de développer les nouveaux territoires, surtout sur les nouveaux supports numériques qui évoluent très rapidement en ce moment. Donc conforter sa position de leader et offrir une solution productive. Donc toujours les enjeux. Donc développement de services innovants attrayants, c'est la suite du slide précédent qui fait que les supports numériques, les solutions sexy et ergonomiques doivent être mis en place, le développement croissant de l'économie numérique. Donc le web 2.0 est arrivé, les technologies sémantiques sont présentes pour rendre ce contenu intelligent. Contextualiser la recherche et savoir ce que l'utilisateur recherche par rapport à son historique et la mutation des supports de diffusion tels que j'ai cités précédemment. Les moyens pour mettre cela en place sont les moyens qui ont donc été utilisés sur le projet qu'on a défini. La réconciliation du contenu, la disponibilité du contenu. Les différents types de contenus peuvent être traités les uns avec les autres pour au final recréer une structure générique qui permettra de rechercher aussi bien dans un type ou dans un autre type. L'intégration des composantes linguistiques et sémantiques telles que des taxonomies, classifications, ontologies peuvent être prises en compte pour rendre intelligent et annoter ce contenu.
savoir gérer bien sûr les gros volumes. Les moyens de diffusion étant de plus en plus gros, l'augmentation des volumes va se faire de plus en plus rapidement et sans doute exponentiellement. Rendre la pertinence de plus en plus fine, les itérations le permettent, les retours utilisateurs le permettent, fournir des interfaces ergonomiques, simples, qui permettent à l'utilisateur de ne pas être perdu et d'être en phase avec ce qu'il connaît le mieux. Prendre en compte bien sûr le système d'information en place qui est déjà posé. L'outil doit pouvoir s'intégrer sans mettre trop de contraintes sur le système d'information, pouvoir s'intégrer agilement. Les projets peuvent être très courts, mais peuvent être plus longs selon leur taille. Le client a besoin d'être rassuré, éviter les effets tunnels et donc faire des itérations agiles pour lui réussir à découper son projet en lots et lui montrer des états d'avancement assez réguliers pour que des changements puissent être pris en compte au fur et à mesure du projet et permettre bien sûr un ROI fort. Car au final, ces services sont payants et la satisfaction des utilisateurs permettent d'avoir un meilleur ROI. Bah oui, pour revenir par exemple sur le cas précédent, très clairement, Dalloz avait un vrai problème de ROI. Les juristes sont abonnés à leur base de données et Dalloz a des concurrents auxquels peuvent s'adresser les mêmes abonnés. Et donc l'augmentation de la pertinence et de la qualité des données diffusées permettait d'avoir un meilleur taux de maintien, de conservation, de longévité de ces juristes en tant que clients. C'était un enjeu important pour eux. Donc, le partenariat Jouve-Exalid a donc permis d'apporter à ce projet Dalloz, et donc en général, une expertise métier et une expertise technologique. L'expertise métier, bien sûr, consiste à comprendre le client, à comprendre ses besoins, à comprendre ce que ses utilisateurs vont vouloir faire de son contenu et comment ils vont essayer de l'utiliser et de le retrouver, d'apporter de l'assistance à la gestion du changement à son client, puisque l'évolution de ces canaux de diffusion sont toujours nouveaux, en avance de phase. Il faut un accompagnement pour être sûr de les utiliser le plus facilement et le mieux possible. Et bien sûr, un aide à l'intégration pour que la solution, l'index de recherche, soit le plus facilement intégré au système d'information avec le moins de contraintes possible. Alors, un juriste, on le comprend probablement jamais complètement, mais dans la mesure où Jouve, l'intégrateur, essayait, puisque c'était quand même lui qui maîtrisait un peu le métier du client final, on faisait l'interface avec les experts technologiques d'Exalid. Ils nous ont carrément, c'est assez rare pour bien le signaler, ils nous ont carrément ouvert leur R&D, c'est-à-dire que nos spécialistes à nous allaient torturer un peu leurs chercheurs à eux pour aller les mettre dans une situation qui n'était pas forcément celle dont ils avaient l'habitude, mais en tout cas à laquelle ils ont fait face grâce à l'input qu'on a pu faire passer du client vers l'éditeur. C'est ça aussi l'intégration. C'est aussi, quand je parlais d'interface énergétique, l'énergie peut être dépensée simplement sur changer de jargon, changer de langage, se faire l'avocat de l'un chez l'autre. Et c'était aussi très intéressant, bien sûr, pour les experts et les managers du produit Exalid pour prendre en compte des remarques très pertinentes et faire aussi évoluer le produit au fur et à mesure de ses différentes versions. Donc l'expertise technologique, plutôt côté Exalid, donc, était basée sur l'analyse et le traitement des contenus, la restitution intelligente, la prise en compte de pertinence et bien sûr toutes les fonctions agiles et performances que propose le produit. Donc pour l'expertise technologique, Exalid avait donc été choisi pour ce projet et peut mettre en place ce genre de projet à forte valorisation de contenu. Société qui a été créée en 2000. Le siège social se trouve à Paris et plusieurs branches se trouvent dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Il y a 150 personnes actuellement dans la société, dont 50 qui sont dédiées entièrement à la R&D.
Donc un produit qui avance et qui évolue très rapidement, et les personnes de la R&D sont très experts dans ce domaine. Plus de 300 références au niveau client, et a lancé les Search-Based Applications qui sont un degré au-dessus du moteur de recherche standard, et qui sont des applications qui utilisent le moteur de recherche pour montrer et restituer le résultat de toute autre manière, pour répondre à des problématiques de BI. Est devenue marque Dassault Systèmes en juin 2010. Donc pour parler rapidement de la brique CloudView qui a permis et qui permet cette valorisation de contenu, on voit donc sur ce schéma à gauche qu'on a ce qu'on appelle les data sources. Donc c'est ce contenu structuré ou non structuré, ce contenu hétérogène, donc qui va rentrer dans le moteur de CloudView par la partie collecte, et qui va être analysé dans la phase de process. L'analyse dans la phase de process, c'est-à-dire jouer avec les métadonnées, algorithmiquement parlant, mais bien sûr, toute la valeur ajoutée se trouve dans la modification ou l'ajout d'annotations sur le document brut grâce aux composants sémantiques, grâce aux composants linguistiques et aux composants statistiques qu'offre le moteur. Une deuxième partie, bien sûr, va être l'accès et l'interaction avec soit les utilisateurs, soit des applications tierces. L'application est très facile d'accès, elle dispose d'API pour envoyer les documents, des API pour chercher les documents, des API pour exploiter la solution, donc en général très simple à mettre en œuvre, et bien sûr parfaitement scalable. Donc la création de valeur et la réduction de coûts se basent sur ces trois principes qui sont la performance, l'utilisation et l'agilité. La performance, elle est présente grâce à la scalabilité de l'application, grâce à un moteur de recherche très rapide, des requêtes qui répondent en quelques micros et millisecondes. L'utilisabilité et l'expérience d'Exalid étant vers le web, Exalid comprend et connaît les besoins des utilisateurs d'aujourd'hui, et donc propose des solutions qui répondent à ces besoins grâce à des recherches très simples, de la navigation à travers des facettes et des configurations et du produit qui sont extrêmement faciles. L'agilité, les projets en général sont déployés en quelques jours, voire quelques semaines, via des itérations qui permettent aux clients de valider petit à petit qu'on avance bien dans la bonne direction, qui permettent de rediriger le projet vers d'autres axes grâce à cette visibilité itérative. Et bien sûr des API et une façon de faire complètement ouverte qui permettent aux clients de comprendre et de mieux interagir dans le projet. Pour entrer sur le focus du process de ce qu'on appelle l'analyse du document, via les fonctions sémantiques et linguistiques, on voit qu'on va d'abord détecter le langage du document, ensuite le tokeniser, séparer les mots en fonction de la langue du document. Ensuite, on va pouvoir effectuer des phases de lématisation et donc vous connaissez, appliquer des ontologies, des thésaurus, des taxonomies pour annoter le document en fonction de son contenu brut, faire des détections d'entités nommées, voire de l'analyse de sentiments, pour arriver à de la donnée structurée qui va pouvoir être modélisée dans l'index. Donc le traitement de l'information. Donc la solution permet donc d'extraire ces métadonnées, d'utiliser les outils de catégorisation interne, taxonomie, dictionnaire, et aussi de se brancher avec des outils externes. La plateforme intègre aussi donc des technologies tierces pour le traitement de l'audio, de l'image, de la vidéo, et donc chez certains clients, donc on peut rechercher dans le texte de la vidéo et se repositionner directement au bon endroit dans la vidéo. Donc les modèles statistiques avancés d'Exalid permettent d'analyser le contenu de l'information, en fonction de la source, justement, de se configurer et d'agir autrement.
Exalit Cloud View donc, peut catégoriser automatiquement l'information, analyser les contenus et donc ressortir l'information intelligente du contenu. Donc une nouvelle génération d'applications, les Search-Based Applications, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui nous permettent de se diviser en 3 silos et en 3 types, grands types de clients, bien que les cas clients recoupent certains de ces types. Le moteur de recherche entreprise, les applications grand public, le web, et les applications métiers, la BI chez certains clients. Donc on va passer à l'expertise métier qui nous a été offerte par Jouve sur ce projet et dans ses cas clients. Alors Jouve, c'est une vieille dame. Elle est née avant l'informatique, comme vous le voyez. À l'origine, c'était un imprimeur. Et puis, quitte à imprimer des documents, un jour, on les a mis en page. Et puis, pour les mettre en page, il y avait des systèmes de mécanographie, plus ou moins, automatisés pour le faire. Puis, on a numérisé de l'information, puis il a fallu la diffuser sur des super trucs qu'on appelait les Minitel, pour ceux qui se souviennent. Et donc on faisait ça, on hébergeait des sites de diffusion documentaire du Minitel, et puis petit à petit, c'est passé à l'informatique, et aujourd'hui on diffuse sur un PC, une tablette, un PDA, un BlackBerry et autres, iPhone. On a un site, on a fait de l'hébergement, de l'infogérance. On héberge des sites assez sensibles également, protégés. On a une agence web qui fait de la créativité pour que les interfaces soient les plus sexy possibles, les plus conviviales possibles. C'était pas la première préoccupation de nos juristes de tout à l'heure, ils étaient plus dans le dur, vous voyez, mais bon, pour un site de e-commerce par exemple, ça peut être important. Un bon moteur de recherche et une belle présentation des articles trouvés par le dit moteur de recherche. On est donc présent nous aussi à divers endroits dans le monde. Vous le lisez, je ne vais pas vous le lire. Et donc Jouve, comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, est divisé en 4 grandes activités. On parlait de numériser des documents. Il y a un process de gestion de ces documents qui va derrière. Je ne sais pas, on reçoit les factures de certaines grandes chaînes de supermarchés, factures venues de leurs fournisseurs, et on leur injecte tout ça dans leur SAP. Donc des process d'automatisation des workflows documentaires, les solutions informatiques pour mettre ça en ligne, par exemple, donc typiquement ce que nous faisons au quotidien avec Exalid, des systèmes éditoriaux, et puis toujours l'impression, on est toujours imprimeur. Donc nos offres, je les donnais déjà, des sites institutionnels, pas mal de ministères. On expliquait tout à l'heure la complexité de la documentation juridique, mais si on imagine le ministère de l'économie et des finances, par exemple, ils ont des documents extrêmement techniques avec des problèmes de version, et puis il faut que ce soit abordable par un avocat spécialisé fiscaliste d'un côté, et puis aussi par vous ou moi qui n'y connaissons pas grand-chose et qui voulons une doc pour faire notre déclaration d'impôt en ligne, ou un artisan, un commerçant. Donc là aussi, la gestion du document, sa façon de la présenter, la façon dont le moteur de recherche va la retrouver, peut devenir assez vite complexe. Et pourtant, le ministère va vouloir proposer ces documents de la manière la plus agile, la plus pertinente possible. Des portails d'actualité, de recherche documentaire, des applicatifs métiers. Jouve est très implanté, par exemple, dans tout ce qui est documentation technique de brevets. Les grands offices de brevets nationaux, internationaux, de propriété industrielle, qui ont vous imaginez, la recherche dans ces documents-là est très, très complexe. Le maniement de ces documents est complexe, on les met en ligne. Des catalogues, des annuaires. Avec un annuaire, il a 2 vies, un annuaire. Vous avez la vie, le cycle de vie de notre adresse, qu'on ne déménage pas tous les jours. Puis à côté de ça, vous avez les pubs qui sont à l'intérieur. Il faut que les pubs soient en conformité avec les adresses. Mais quand un commerçant achète une pub, il achète une certaine surface. Elle varie. Et puis d'une semaine sur l'autre, c'est plus le même. Et c'est plus la même surface. Pourtant, il faut arriver à mettre tout ça en ligne en temps réel. Des problèmes d'ergonomie et d'accessibilité. Jouve est spécialisé aussi dans la mise en œuvre d'interfaces accessibles aux synthèses vocales pour les malvoyants ou aveugles. C'est un problème aussi un peu particulier. Et le développement est un peu spécifique, et les lois font que, notamment les ministères dont je parlais, sont obligés, et Dieu sait bien, d'être
accessible. Et puis, donc, nous diffusons des contenus numériques, des e-books. Nous sommes en relation avec bon nombre d'éditeurs standards, ceux-ci, scolaires par exemple, pour diffuser leurs livres au format électronique sur des tablettes, sur des PC, le livre du prof, les notes que prennent les élèves, des feuilleteurs. Et puis, je vous parlais de l'infogérance. Ces applications peuvent être hébergées chez nous en mode SaaS, en mode PaaS, IaaS, enfin, ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui. Jouve est spécialisé dans ce genre de folie. Plutôt que de vous parler trop de la société, je veux juste vous donner 2-3 exemples de réalisations. Je vous parlais tout à l'heure du ministère de l'économie et des finances. Donc vous voyez que pour une matière assez ardue, hein, c'est rarement là qu'on trouve des blagues, on est arrivé à faire une interface plutôt agréable, plutôt didactique, en travaillant avec les gens du ministère. Il n'en demeure pas moins que derrière, un moteur de recherche du type de celui d'Exalid va, toute chose étant égale par ailleurs, bien trouver comment Madame Untel, Madame Michu, qui est commerçante boulangère, va arriver à faire sa déclaration un peu particulière parce qu'elle a investi en recherche et développement. Voilà. Donc le ministère de l'économie et des finances nous a confié la réalisation de certains de ces sites. La loi de modernisation de l'administration fait aussi que le nombre de sites réduit et donc cette problématique augmente. Je crois que ce ministère-là a 80 sites en tout et ils veulent diviser ça par 10. C'est pas pour ça que la documentation est moindre, hein. Donc vous imaginez que faut les aider à ne pas créer un goulet d'étranglement à cet endroit-là sous prétexte de faire des économies. C'est un sacré enjeu, y compris politique. Chez Renault, ils avaient une envie, c'était que leurs futurs clients ou leurs clients puissent avoir le manuel de bord de leur voiture avant qu'ils ne l'aient acheté. Et bien évidemment, ils ne pouvaient pas le diffuser sur papier. Et donc, les manuels, plus ça va, plus les manuels de bord de Renault sont accessibles en ligne sur leur site. Et c'est Jouve qui met en place ces documents-là. C'est pas rien, hein, une doc, qu'elle soit papier quand on la met en page, parce que c'est nous qui le faisons aussi, ou quand elle soit électronique, c'est pas rien une doc de voiture. Si à un endroit, il est expliqué comment changer l'ampoule avant-gauche de votre phare, il y a un texte qui va à côté, qui est écrit en français. Mais s'il est écrit dans une langue anglo-saxonne, la longueur de l'explication est moindre. Pourtant, il faut que la mise en page reste. Et que dire de la même doc quand elle est en arabe ou en hébreu et qu'on la lit à l'envers? Il faut conserver cette mise en page. Si à un endroit, on parle du véhicule, il ne faut pas qu'à un autre, on parle de la voiture. Pourtant, c'est probablement le même mot en anglais. Donc, on intervient aussi dans des problèmes d'uniformité des traductions. Donc, la gestion documentaire des manuels de bord des voitures de Renault est prise en charge par Jouve. D'un point de vue informatique, sur leur site, mais donc, je vous disais aussi d'un point de vue éditorial. Quand ils sont papier, celui que vous avez dans votre boîte à gants. Je vous parlais des brevets. Un brevet, c'est un document très complexe qui inclut des plans, des formules. La recherche dans les formules mathématiques, c'est toujours sympa, les formules chimiques, des plans, des annotations, des mises à jour, plus de la réglementation, des droits, qui a les droits, comment ça se passe. Et tout ça est à manipuler. Donc l'Office européen des brevets, par exemple, a toute sa documentation qui est prise en charge par des systèmes informatiques de Jouve. Je vous disais tout à l'heure qu'avec Exalid, on avait travaillé jusque dans la R&D, et Dieu sait qu'on les a torturés là pour Dalos, et que vraiment ils sont pliés en quatre. Il y a des moments où on l'officialise, c'est-à-dire qu'on est ensemble partenaires dans des grands projets nationaux de recherche. Par exemple, Quero, qui travaille beaucoup dans le domaine de la recherche documentaire que manipuleront nos enfants, hein, probablement. On vous en parlait tout à l'heure. Aller rechercher dans de la vidéo, aller rechercher dans du texte, à la volée, se positionner exactement dans une vidéo à l'endroit qui va bien. Enfin bon, ça commence à arriver. C'est de moins en moins de la science-fiction, c'est passionnant. Et un des deux piliers du projet Quero, enfin les deux des piliers du projet Quero sont Jouve et Exalid. Là, pour le coup, directement en recherche et développement. Et donc, c'est sur notre site qu'ils vont voir comment faire du CIR, par exemple.
Le partenariat, c'est un peu un résumé. Donc, je vous parlais de mon histoire de savoir-faire technologique, de métier, la partie émergée. Les consultants donc de Jouve ont permis de faire le lien vis-à-vis de gens extrêmement pointus dans leur métier, y compris dans les termes parfois, derrière des mots comme taxonomie, lématisation. Tout le monde ne met pas la même chose, donc il s'agissait de s'entendre. Ça permet d'arriver au bon résultat. Un accès à la R&D, un réel partage des connaissances. Moi, je passe ma vie avec des partenaires éditeurs. C'est pas toujours qu'on nous ouvre ces portes-là. C'est très particulier. La R&D, c'est le saint des saints. On signe un super NDA, mais en tout cas, on entre. Et on les a bien squattés. Ça a influencé leur roadmap. Ça, c'est l'intelligence de l'éditeur. C'est-à-dire qu'on leur a apporté, on les a mis un peu en danger. On leur a apporté, avec le cas d'Alloz, des choses dont ils n'avaient pas l'habitude. Eh ben, ils en ont tiré de bonnes pratiques, de nouvelles fonctionnalités pour leurs autres clients. Et on est conjointement très fiers de ça, quoi. C'est une façon de, en quelque sorte, renvoyer l'ascenseur comme ça. Et c'était assez agréable ensuite de voir cette deuxième naissance-là des études que nous avions faites. Nous avons été leur bêta-testeurs. Avant de mettre ça en ligne, bien évidemment, on a torturé le système. On s'est mis dans la peau de nos juristes. Et donc l'échange était violent et passionné, mais en tout cas, ça fait que le client, à la fin, et surtout ses clients, sont contents. On continue à avoir des projets en cours, bien évidemment, et puis à bâtir ensemble une offre dans le domaine de l'édition en général, pas seulement juridique. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous auriez peut-être des questions, si on en voit. On a encore 5 petites minutes. Oui. Donc vous avez travaillé avec des entreprises automobiles et j'ai bien vu que votre site était en plusieurs langues. Est-ce que vous avez des équipes de terminologues qui sont spécialisés, qui travaillent avec vous? Alors oui, on en a. Et puis c'est aussi un métier, ça. C'est quelque chose c'est un savoir-faire qui dépasse le nôtre. Et on travaille au-delà de nos connaissances à nous avec des partenaires qui sont spécialisés là-dedans, que peuvent être Thémis, Mondeka, Arizem, des gens comme ça, qui vraiment en font leur, pardon pour le terme, mais c'est leur core business, quoi. C'est leur quotidien, et ils ont de vrais linguistes. Donc ça a une limite, ça. Les équipes Exalid aussi développent donc ces composants sémantiques utilisés pour structurer le données non structurées et possèdent aussi bien sûr ces experts en terminologie et en linguistique. Des équipes entières chez Exalid sont dédiées à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de ROI. Comment est-ce que vous faites pour le calculer? Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments? Parce que j'ai du mal à comprendre la notion de ROI au niveau knowledge management, recherche. Dans le cas de notre premier exemple d'Alloz, le ROI se base sur simplement la satisfaction utilisateur qui paye pour se connecter à ce site et retrouver leurs informations. Et la satisfaction de l'utilisateur augmente le ROI. Il y a peut-être un autre cas aussi. Supposez une boîte de e-commerce. Elle vend un produit en ligne, un produit de sport. Et puis, elle va s'être bagarrée tant qu'elle peut sur la réduction de ses coûts d'achat, la diminution de ses marges vis-à-vis de ses concurrents. Et à un moment, elle sera arrivée à la corde. Elle ne peut plus. Toute chose étant égale par ailleurs commercialement, elle va venir voir des gens comme nous. Elle va nous dire, faites en sorte que je puisse augmenter le panier moyen de mon internaute. Et donc, à partir de là, il y a des techniques à mettre en œuvre. Il y en a qui sont du marketing, qui nous échappent à nous. Et puis, il y en a qui sont techniques, qui vont être, si je parle pour mon collègue dans la recherche, le fait d'aider l'utilisateur si le moteur ne répond pas exactement à l'équation de recherche qu'il a tapée, malgré tout de l'aider à trouver quand même son produit. Ou bien à lui trouver des produits connexes une fois qu'il l'aura acheté. Et puis, il y a des savoir-faire d'ergonomie. Il y a des gens chez nous, par exemple, qui savent comment notre œil, c'est du Big Brother, qui savent comment notre œil se balade sur une page, ce qui nous attire.
Et donc, le produit qui a été le plus pertinent, le mieux sorti par le moteur de recherche, peut-être qu'il faut le mettre plutôt en haut à gauche, parce que c'est là que, statistiquement, on a tendance à aller regarder. Le ROI, il est là. C'est-à-dire qu'après, la société de e-commerce va la mesurer par exemple, son panier moyen. C'est des techniques qu'ont les gens du search qui s'appellent la recherche à facettes, des choses comme ça, de savoir dans quel contexte aussi l'utilisateur est. C'est pas du e-commerce, mais si un utilisateur dans une équation de recherche tape Paris et Hilton, est-ce qu'il est plutôt branché People ou est-ce qu'il est plutôt en train de chercher un endroit de luxe où résider dans Paris ? C'est leur métier que de savoir, en fonction des textes par exemple qui auraient été choisis avant, dans quelle situation se trouve mon internaute qui cherche. Pourtant, il a tapé Paris ou Paris, Hilton. Mon avocat, est-ce qu'il cherche quelque chose concernant ses confrères ou bien il est sur la culture du fruit ? Vous voyez ? C'est là qu'on aide un ROI. Pas d'autres questions ? Bien, merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Merci, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez tout à fait répondre.